Bonsoir ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette émission, mais en tout cas nous sommes en direct aujourd'hui avec vous et nous allons discuter, parler juridique avec un avocat à la cour, avocat au barreau de la Guadeloupe, qui va répondre à nos questions. Vous êtes dans le journal d'information des victimes et nous avons tous l'impression d'être un petit peu victimes aujourd'hui, victimes économiques de ce virus qui nous empêche de vaquer à nos occupations et qui nous oblige à rester feutrés chez nous. Alors, 10 questions seront posées à Maître Jérôme Nibron. Maître Jérôme Nibron, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de vous prêter au jeu des questions et des réponses. Merci d'être avec nous et de braver l'interdit de sortie du corona. Ouais. Alors, 10 questions vous seront posées. Je vous les donne, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez déjà vous positionner par rapport à ces questions, pour nous passer vos appels. Première question que je poserai à Maître Nibron. Quelles sont les entreprises directement concernées par l'épidémie et par les décisions gouvernementales? Question 2. Quelles sont les dispositions que doit prendre l'entreprise vis-à-vis de ses salariés? Question 3. Quelles sont les dispositions qui existent pour éviter la contamination des salariés? Question 4. Les salariés peuvent-ils opposer un droit de retrait? Question 5. Quelles sont les dispositions prises au niveau de l'activité et de la gestion du personnel? Question 6. Qu'est-ce que le télétravail? On en parle beaucoup, vous nous éclairerez là-dessus. Question 7. Quelles autres mesures sont possibles pour permettre le maintien du travail? Question 8. Quel est le recours Est-ce que le recours au dispositif du chômage partiel peut être mis en place dans tous les cas? Question 9. Qui de l'indemnisation des salariés dans le cadre du chômage technique? Quid de l'indemnisation? C'est-à-dire comment indemnise-t-on un salarié dans le cadre du chômage technique? Question 10. Qui paye cette indemnisation? Et question 11, celle qui fait mal, est-ce que des licenciements peuvent être engagés? Voilà les questions auxquelles vous serez soumis, Maître Nibron, et nous attaquons tout de suite avec la première. Quelles sont, à votre avis, les entreprises directement concernées par l'épidémie et par les décisions gouvernementales? D'accord, bonjour. Merci de vos questions qui effectivement ont une actualité particulière aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que nous subissons une situation qu'on n'a pas connue en France depuis 1952 et aujourd'hui prendre les bonnes décisions, savoir quoi faire pour nous protéger, parce qu'avant tout c'est une crise sanitaire. J'entends que cette crise sanitaire a des répercussions au niveau économique, mais avant toute chose c'est une crise sanitaire et les premières mesures à prendre, ce sont des mesures pour assurer la protection et la santé des citoyens. L'entreprise étant de plus en plus une entreprise citoyenne doit aussi prendre des mesures pour assurer la protection de ses salariés. Alors aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui sont visées par les mesures gouvernementales? Il y a eu un arrêté qui a été pris et qui a listé un certain nombre d'entreprises dont la fermeture est obligatoire à compter de mardi dernier. Ces entreprises sont listées, elles appartiennent à une catégorie, ce sont essentiellement les entreprises de commerce, les activités où il y a des réunions, c'est les salles de sport, les entreprises, j'ai d'ailleurs la liste qui est prévue par cet arrêté. C'est très intéressant parce que on prévoit les salles d'audition, de conférences, les magasins de vente et les centres commerciaux, les restaurants et débits de boissons, les restaurants, bars d'hôtel, salles de danse, salles de jeux, bibliothèques, salles d'exposition, établissements sport couverts, musées, chapiteaux, établissements de plein air et les établissements d'éveil et d'enseignement. Ces entreprises aujourd'hui doivent fermer. Parmi ces entreprises qui doivent fermer, le gouvernement a ouvert une fenêtre d'exception en disant parmi les entreprises de la catégorie magasins de vente et centres commerciaux, toutefois, certaines entreprises peuvent ouvrir. Et il y a toute une liste qui concerne effectivement des activités pour les besoins de la vie quotidienne. Vous avez par exemple les entretiens et réparations de véhicules automobiles, vous avez l'équipement automobile, vous avez les commerces d'alimentation générale, vous avez les commerces de détail de fruits et de légumes spécialisés. Enfin, il y a toute une liste. Et aujourd'hui, cette exception, la liste que je viens d'indiquer, les magasins doivent ouvrir. Par contre, tous les autres qui ne sont pas visés dans l'interdiction doivent ouvrir. Ça peut être par exemple les agences immobilières, ça peut être les cabinets de notaires, notamment aussi les cabinets d'avocats, ça peut être toute une série d'activités dont on nous dit aujourd'hui qu'elles devraient continuer à travailler. Et là, c'est à ce moment-là qu'effectivement, elles doivent continuer à travailler.
D'accord. Oui, d'accord. Alors, dans la liste que vous avez donnée des entreprises qui doivent fermer et des exceptions, on a l'impression qu'il y a tellement d'exceptions que finalement on se demande, mais est-ce que c'est vraiment utile la fermeture qu'on prescrit pour certaines autres Et qui décide de ce qui va rester ouvert, par exemple, dans les magasins d'alimentation? Est-ce qu'il y a une liste préfectorale qui dit que ce magasin-là va rester ouvert, ou est-ce que tous les magasins d'alimentation peuvent décider finalement de rester ouverts? Alors, il faut savoir que tout ce que je dis aujourd'hui, il faut quand même que je le rappelle, c'est quand même, il faut le prendre au conditionnel. Pourquoi ? Parce que tout change. Depuis dimanche dernier, tout change. Un arrêté vient compléter l'arrêté précédent, qui finalement annule des dispositions qui auraient pu être envisagées. Tout change, donc tout est à prendre au conditionnel. Aujourd'hui, effectivement, il y a une liste d'activités. Je vous dis, toutes celles qui ne sont pas interdites, peuvent fonctionner. Donc par exemple, cabinet d'avocat, vous êtes un cabinet d'avocat, j'en suis un aussi, il n'y a aucun problème. On devrait pouvoir fonctionner. Mais selon certaines conditions. Donc mettre en place les mesures sanitaires, les mesures d'éloignement pour... Voilà, l'État a indiqué que pour les entreprises dont l'activité doit être poursuivie, c'est notamment aussi le BTP, il y a des dispositions particulières à prendre pour assurer la protection et la santé du personnel. D'accord. Alors quelles sont ces dispositions ? Quelles dispositions doit prendre l'entreprise vis-à-vis de ses salariés si elle part du principe qu'elle continue à travailler pendant cette période de confinement ? Il faut savoir que l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de son personnel. Même s'il doit ouvrir, il doit tout faire pour permettre à son personnel d'éviter une quelconque contamination. Donc, le gouvernement a transmis un certain nombre de mesures de santé et de sécurité et de précaution. Ce sont les fameux gestes. Vous pouvez nous en donner quelques-uns. Les fameux gestes barrières, c'est-à-dire se laver très régulièrement les mains dans l'entreprise. Donc ça veut dire se laver les mains avec du savon, donc prévoir dans l'entreprise du savon en quantité. Se laver également les mains avec le gel hydroalcoolique, éviter les contacts et les réunions trop proches, éviter le contact avec la clientèle, éviter notamment d'avoir à discuter trop près, respecter les limites, et tout ça, ça doit être aménagé. Le gouvernement, alors tout est fait dans la précipitation, mais on ne sait pas encore comment faire. Il y a des activités, par exemple les activités de quincaillerie qui restent ouvertes. Donc les clients viennent, on s'adresse directement à la caissière peut avoir une crainte, donc effectivement on voit mise en place des hygiaphones ou des barrières de protection, c'est ce que le législateur finalement demande en disant vous devez continuer malgré l'épidémie, bon ça c'est un autre débat, mais si vous continuez vous devez assurer la santé de votre personnel, donc mettre en œuvre toutes les dispositions qui s'imposent. Alors, dans certaines professions, c'est un petit peu délicat. Assurer la sécurité du personnel, mais assurer aussi peut-être la sécurité des personnes même qui rentrent chez vous. Mais bien sûr. Et comment on fait dans une salle d'attente de médecin, par exemple ? Eh bien, normalement, le médecin doit permettre que les gens rentrent les uns après les autres. Faire éloigner les gens à 1m50, surtout que les gens viennent à des horaires fixes pour qu'il n'y ait pas de croisement, de contact physique. Et pour le personnel, c'est la même chose. Parce que les salariés, ils sont au contact des clients. Et avec tout ce qu'on raconte, tout le monde est dans l'angoisse. Notamment la question du masque. Moi, j'entends tout le monde dire le masque n'est obligatoire que pour les personnes atteintes. Certes, réserver les masques aux personnels médicaux et aux personnes atteintes. D'ailleurs, il y a une pénurie de masques, personne n'en trouve. Est-ce que le personnel qui n'est pas atteint, qui ne travaille pas dans le service médical, est-ce que l'employeur doit lui mettre à disposition ce fameux masque ? Là, la question se pose. Moi, je peux comprendre que le salarié soit inquiet de savoir qu'il n'a pas de barrière contre les projections qui peuvent être émises lorsqu'on parle, mais en même temps, le gouvernement nous dit c'est pas obligatoire. Et en même temps, il n'y en a pas à disposition. En même temps, si tout le monde en met, il n'y en a pas pour ceux qui sont vraiment malades. Donc, il faut se discipliner. Alors, l'entreprise doit mettre en place un certain nombre de choses. D'abord, on distingue les entreprises, et là, il y a une institution qui a toute son importance, c'est le fameux comité social économique, qui aurait dû être mis en place dans les entreprises de plus de 11 salariés au 31 décembre 2019. Là, toutes les entreprises dotées d'un comité social et économique devraient ou auraient dû déjà convoquer une réunion extraordinaire pour informer les représentants du personnel et par
conséquent les salariés, des dispositions à prendre dans la mesure où elle doit continuer à travailler. C'est pas une obligation de fermeture. L'entreprise peut faire le choix de fermer. Mais si pour des raisons économiques, pour des raisons essentielles à la vie, l'entreprise doit continuer, notamment les commerces d'alimentation, on ne peut pas concevoir que demain on ne va pas aller manger les racines des herbes, il faut quand même protéger le personnel qui lui travaille. Donc mettre en place toutes les dispositions, tous les équipements, mais surtout aussi informer le salarié dans le cadre des organismes de représentation par le CSE en disant voilà ce que nous avons mis en place, voilà ce que nous souhaitons, quels sont vos desiderata, et pouvoir discuter parce que les gens peuvent éventuellement être très inquiets. D'accord. Vous avez précisé que dans le dispositif, il est prévu des masques, mais vous avez précisé aussi que finalement ces masques ne sont obligatoires que pour les gens qui sont déjà malades, et que d'ailleurs il n'y en a plus, et que déjà ils sont réservés aussi au personnel de santé. Donc finalement, l'entreprise qui n'est pas en mesure de mettre des masques à disposition de son personnel, qu'est-ce qui se passe à ce niveau ? À mon avis, elle n'est pas en faute. Elle n'est pas en faute dans la mesure où le masque est réservé aux personnels médicaux ou aux personnes malades. Dès lors que l'entreprise a mis en place toutes les préconisations prévues par le gouvernement et qu'on lui reproche de ne pas mettre à disposition des masques, la question du masque ne met pas l'absence de masque aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est vrai, mais le gouvernement considère que ça ne met pas le salarié en danger. Donc et on va rentrer dans la question 3 directement. Quelles sont les dispositions qui existent pour éviter la contamination des salariés ? Ce sont ces dispositifs dont vous étiez en train de parler un peu. Est-ce que vous pouvez approfondir là-dessus ? Il y a des dispositifs qui sont préconisés et obligatoires pour toutes les entreprises qui travaillent. Je les répète, le gel, se laver les mains, du savon en quantité, des gants, les distances. Maintenant, il est clair qu'on se trouve dans une situation telle qu'il faut absolument que les salariés puissent être en mesure de se protéger eux-mêmes aussi, parce que chacun a l'obligation de se protéger contre tout type d'agression. Et ça, il faut admettre que le gouvernement a anticipé un peu cette problématique en permettant notamment aux personnes qui ont des enfants, comme les écoles sont fermées, de les garder. Et on sait que ce sont les enfants qui seraient les plus grands vecteurs de ce virus. Donc, pour éviter qu'il y ait des allées-venues entre le foyer et l'entreprise, et donc possibilité de contamination, dire aux gens, écoutez, restez chez vous, surveillez les enfants. Donc, il y a un dispositif qui est pris en charge par la Caisse d'assurance maladie, la CGSS, et qui autorise les salariés, sur une période de 16 ou 20 jours, à être absents pour des raisons pour surveillance d'enfants. D'accord, merci. Nous avons un auditeur, un téléspectateur qui souhaite nous rejoindre sur le plateau. Nous vous écoutons. Bonjour monsieur. Allô ? Allô, allô, allô ? Ah, la communication n'est pas passée. Si. Deux questions, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Oui, allô ? Oui, nous vous écoutons monsieur. Parlez. Parlez librement. Vous m'entendez là ? Oui, on vous entend. N'écoutez pas dans la télé, monsieur. N'écoutez pas dans la télé, parlez. J'ai tout coupé là, donc je suis au téléphone. Voilà, bon, on vous écoute. J'ai deux questions à poser à Maître Nibron, avocat à la Cour, avocat en Guadeloupe. Bon, on parle de confinement. On doit rester bloqué chez soi. Et on parle de travail. Lequel qui est en vigueur ? Ah, monsieur, votre question, elle vaut 20 points. Comment ? Elle vaut 20 points. Plus sérieusement, c'est une question très intéressante, très importante, que tout le monde se pose aujourd'hui. On ne se la posait pas il y a 2 jours. Parce qu'il semblait tellement évident que compte tenu de cette épidémie qu'il fallait que tout le monde soit confiné. Et puis depuis 2 jours, le gouvernement est en train de dire oui mais n'oubliez pas, il faut travailler. Et Monsieur Macron nous exhorte même les entreprises à continuer leur activité et les salariés à se maintenir dans le travail. Qu'est-ce qui privilégie ? Moi, je vais vous dire, il n'y a rien de plus fort que la santé. L'économie est importante, mais ce n'est pas l'économie qui primera sur la santé. Maintenant, et donc ça me permet de conclure sur le propos précédent, il y a des dispositifs pour certaines personnes qui doivent aller travailler, qui leur permettent de ne pas aller travailler. Ce sont tous les gens qui ont des enfants en bas âge de moins de 16 ans ou des enfants de moins de 18 ans qui sont en situation de handicap.
Vous avez aussi, et ça c'est très important, un dispositif qui permet à toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique de faire une demande d'autodéclaration pour être en arrêt de travail pendant une durée de 20 jours. Mais attention, parce que ce dispositif commence à être connu, beaucoup de gens se ruent sur leurs ordinateurs pour effectivement s'enregistrer. Il faut savoir que ne pourront bénéficier de ce dispositif que les personnes qui sont en affection longue durée, ALD. Je ne pense pas que la sécurité sociale va ouvrir l'indemnisation à toutes les personnes qui se considèrent comme étant malades chroniques, même si elles sont traitées depuis très longtemps. Il faut vraiment que ce soit des personnes en ALD. Et pour finir, ce sont ce qu'on appelle les fameuses personnes à risque. Maintenant, pour terminer avec votre question, monsieur, je suis d'accord avec vous, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, le gouvernement est en train de discuter, en train de réfléchir à un projet de loi concernant les mesures à envisager pour permettre l'indemnisation des salariés, des entreprises, tout en leur demandant d'être confinés, mais tout en leur demandant de travailler. J'avoue que c'est un sport délicat. C'est une problématique à laquelle moi encore j'ai du mal à répondre, parce qu'on vous demande de travailler, c'est clair, hein, on vous demande de travailler. Donc dans tous les secteurs d'activité qui ne sont pas interdits. Mais on vous dit tout à la fois que vous ne pouvez pas vous déplacer, sauf certains cas très précis, à savoir aller au travail, aller acheter à manger, faire un petit coucou à une personne âgée ou faire un peu de sport. Donc imaginez que demain vous aviez rendez-vous avec, je ne sais pas moi, votre agent immobilier. C'est pas interdit, l'agence immobilière va ouvrir, mais vous avez l'obligation d'être confiné, donc vous n'irez pas. Donc finalement, le personnel va être mobilisé et donc va être mis dans des situations à risque, alors même que finalement, personne ne viendra rencontrer ni voir son agent immobilier, par exemple. Vous avez eu votre réponse, monsieur, merci. Juste une autre question. Oui. Est-ce qu'en étant sous mon lieu de travail, est-ce que j'ai le droit de retrait? Écoutez, c'était ma question 4. Alors, quand je devais poser à Maître Nibron, est-ce que les salariés peuvent reposer leur droit de retrait? Le droit de retrait, c'est quoi? C'est le droit pour le salarié qui a le sentiment d'être en danger dans son activité d'arrêter de travailler. C'est particulier parce que si l'employeur a respecté toutes les préconisations gouvernementales, à savoir il vous a informé sur les mesures à prendre, sur l'obligation de vous laver les mains, vous a mis à disposition tous les moyens, a mis par exemple en place des hygiaphones, vous demande régulièrement de respecter les distances de sécurité, rappelle aux gens qui peuvent être, que si certaines personnes se sentent malades, il faut absolument qu'elles se déclarent à l'ARS et qu'elles se mettent en situation de confinement, et que l'employeur a respecté toutes ces préconisations. Eh bien, vous pourrez faire valoir votre droit de retrait. La question va être de savoir est-ce qu'il est justement mis en place. Est-ce qu'il y a un propos? Est-ce que vous avez eu raison ou de pas le faire? Et ça va se terminer certainement devant le Conseil des prud'hommes, où l'employeur va refuser de vous payer votre rémunération parce qu'il estimera que le droit de retrait n'est pas fondé, vous n'aviez rien qui justifiait ce droit de retrait, et vous qui allez dire ah oui mais moi j'avais pas de masque, j'avais pas suffisamment de savon, j'avais pas c'est vraiment au cas par cas. Maintenant, comme je vous dis, l'intérêt de ce droit de retrait, c'est dès lors que vous avez le sentiment que vous êtes en danger, mais ce sentiment, il peut être chez vous plus fort que chez une autre personne. C'est vraiment très aléatoire. C'est pour ça que je rappelle aussi l'obligation pour les institutions, les instances représentatives du personnel, qui sont de plus en plus nombreuses en Guadeloupe, d'alerter l'employeur sur ses obligations en matière d'hygiène, en matière de savon, en matière d'eau potable. S'il n'y a pas d'eau dans l'entreprise, de toute façon, l'entreprise ne peut pas ouvrir. Des fois, il n'y a pas d'eau dans toute une commune. Ah oui, mais ça, c'est pareil, c'est la responsabilité de l'État. Mais voilà la problématique. Voilà la problématique. Vous êtes sur un chantier, l'employeur doit mettre à votre disposition des quantités d'eau suffisantes pour vous laver les mains régulièrement, parce que c'est une obligation. Et voilà, donc il faut bien voir, et c'est au cas par cas, c'est-à-dire que l'obligation qui pèse sur une entreprise en matière d'hygiène, de santé et de sécurité ne va peut-être pas être la même dans une autre entreprise. Quand on est dans le secteur médical, c'est pas comme si on est dans un chantier ou c'est pas comme si on est dans un bureau, par exemple, notamment les comptables. Les comptables peuvent continuer à travailler. Exact. Le risque sanitaire n'est comme pas les avocats, voilà. comme les avocats, comme les notaires, comme les huissiers, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez pour les huissiers? Ah, mais les huissiers sont dans la même catégorie. C'est la catégorie, alors W d'une loi de 1980, bureau. Institution, bureau. Bon. Je voulais quand même rappeler quelque chose pour répondre précisément à monsieur.
Si l'employeur ne respecte pas les préconisations de l'État qu'on peut trouver sur n'importe quel site en tapant préconisation coronavirus, oui, vous pourrez faire valoir votre droit de retrait. Si l'employeur a fait tout le nécessaire et que la question, parce que je sais qu'aujourd'hui la question porte surtout sur le masque, à mon sens aujourd'hui, mais c'est toujours très conditionnel, à mon sens aujourd'hui, le masque ne figure pas parmi les équipements que l'employeur doit obligatoirement mettre à disposition. D'accord. Merci monsieur. Alors, nouvelle question. Nouvelle question pour Maître Nibron. Quelles sont les dispositions prises au niveau de l'activité et la gestion du personnel ? Voilà. Alors, on parle bien des entreprises dont la fermeture n'a pas été ordonnée. Oui. Effectivement, en dehors des dispositions pour assurer la santé et la sécurité, il faut quand même que l'entreprise fonctionne. Si elle est ouverte, il faut qu'on puisse trouver un moyen de faire fonctionner cette entreprise. Donc la première disposition, le premier moyen, le gouvernement nous a suggéré, c'est le télétravail. Le télétravail qui consiste pour les salariés à travailler de chez eux à partir d'un ordinateur ou d'une connexion téléphonique et à assurer finalement la continuité du service économique. Alors sur le papier c'est très beau, le télétravail effectivement c'est quelque chose qui est très bien parce que finalement le salarié reste confiné chez lui, continue à travailler et finalement perçoit encore une rémunération complète. Mais toutes les activités ne permettent pas ce télétravail. On voit difficilement un coffreur aller avec sa bétonnière de son bureau. Plein d'activités ne sont pas éligibles au télétravail. Donc, on va regarder ces activités tout à l'heure. On va prendre un nouvel appel téléphonique. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour, oui. Je travaille chez quelqu'un et la personne m'a dit de ne pas venir travailler. Est-ce que cette personne-là peut me payer comme je ne dois pas aller travailler? Est-ce qu'elle va me payer? Maître Nibron ? Alors, ça vient dans la continuité de ce que je disais préalablement. Si l'entreprise doit travailler, si l'employeur prend l'initiative de, sans mettre en place ou sans rechercher des solutions, de prendre l'initiative de vous dire restez chez vous, il doit assurer le paiement du salaire. Maintenant, il existe, et ce sont les autres moyens, si vous ne pouvez pas être placé en situation de télétravail, votre employeur peut vous inviter, et je pense que demain ou dans 2 ou 3 jours, il pourra vous imposer de prendre vos congés payés. Comme ça, vous serez payé normalement, mais dans le cadre d'un congé payé. Il peut vous imposer la prise de congé, c'est pas encore d'actualité, mais je pense que ça devrait l'être d'ici 2 ou 3 jours. Donc c'est la deuxième modulation. Après le télétravail, s'il ne peut pas être mis en place, inviter les salariés à prendre leur congé, ou alors trouver un aménagement du temps de travail. Dire, écoutez, on va travailler un peu moins longtemps dans la journée, on va peut-être travailler que 2 heures le matin. Et si le salarié n'a plus de congé à prendre ? Si le salarié n'a plus de congé à prendre, et là c'est souvent aussi la difficulté, parce qu'on se retrouve là à une époque charnière. Est-ce qu'il peut anticiper sur des congés à venir ? Normalement, non. Normalement, non. Il ne peut prendre que des droits de congés acquis au titre de l'année précédente. Là, on va rentrer dans la période des nouveaux congés, et puis le salarié peut avoir prévu peut-être un mariage au mois de septembre, il peut avoir prévu un déplacement, une croisière. Donc, je plaisante, mais... non, c'est pas une activité qui est recommandée ces jours-ci. À l'ordre du jour, mais il peut avoir prévu quelque chose et dire non, je ne veux pas anticiper mes congés, auquel cas l'employeur va devoir effectivement prendre d'autres dispositions que je suis prêt à envisager avec vous. D'accord, on va les envisager tout à l'heure après la petite page de pub. Merci, Maître Nibron. C'est moi. Joindre sur le plateau du journal d'information des victimes. Je vous rappelle que nous recevons Maître Jérôme Nibron, spécialiste en droit du travail, droit social, droit du travail, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et nous allons, Maître Nibron, tout de suite intervenir sur cette question que vous étiez en train de développer tout à l'heure. Est-ce que le recours au dispositif de chômage partiel peut être mis en place dans tous les cas pour les entreprises qui sont appelées à fermer pendant cette période de confinement? Alors là, c'est quand même une véritable problématique et une véritable question pour tout le monde. Pour un champion. Oui, mais que je ne suis pas. Là, il faut savoir qu'il n'y aura pas de difficulté pour les entreprises qui sont visées par l'arrêté de fermeture
pour prétendre au bénéfice du dispositif du chômage partiel. Elles n'auront pas de difficulté. Alors, expliquez ce qu'est le chômage partiel déjà. Je vais y venir. Le chômage partiel, c'est la possibilité pour le salarié de préserver, de garder une partie de sa rémunération que l'employeur lui versera, et il y aura une contrepartie qui sera versée par l'État dans des plafonds dont je parlerai par la suite. Je voudrais bien que ça soit bien clair pour tout le monde. Les entreprises dont la fermeture est obligatoire bénéficieront du chômage partiel. Par contre, toutes les autres, et elles sont très nombreuses, et je pense que c'est la majorité, beaucoup d'entre elles ont d'ailleurs sauté dans le régime du chômage partiel en s'inscrivant en ligne, n'auront peut-être pas droit. C'est pour ça qu'il faut être très prudent, et il faut remplir les conditions qui leur permettront de bénéficier du chômage partiel. Pourquoi ? Parce que c'est l'État à la fin qui va verser une partie à l'employeur sur ce que l'employeur aura assuré comme rémunération. Il faut bien qu'il trouve l'argent quelque part. Or, on connaît la situation de la France et de son déficit chronique. D'accord, avant de voir quelles sont les conditions à remplir, on va prendre un appel. Bonjour. Oui. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, donc je vous appelle, je souhaite poser une question, s'il vous plaît, justement dans le cadre Allez-y. du chômage partiel. J'aimerais savoir si vraiment toutes les entreprises, mais vraiment toutes les entreprises, tout type d'entreprise, si vraiment les salariés ont droit au chômage partiel, s'il vous plaît. Alors, c'est ce que j'indiquais. Alors, écoutez bien la réponse de les entreprises. Oui, et pour bien finaliser ma question, est-ce que les personnels des cabinets d'avocats ont droit également au chômage partiel ? Bonne question. On va vous répondre. Bon, non, il faut vraiment être très sérieux sur ce point-là. Le gouvernement a indiqué un certain nombre d'établissements, d'activités. Donc, je vous écoute dans la télé ou au téléphone ? Comme vous voulez, madame. Voilà, je vous écoute. D'entreprises qui doivent fermer. Ces entreprises dont la fermeture est obligatoire, c'est-à-dire que si elles ne ferment pas, qu'elles continuent à travailler, elles sont en infraction. Elles sont en infraction. Ces entreprises, effectivement, sont contraintes de mettre leur personnel en chômage partiel. Peut-être qu'elles doivent envisager le recours pour certains salariés de la possibilité de bénéficier des congés payés, mais moi, à mon sens, mais comme je vous dis, c'est à prendre au conditionnel, parce que je ne suis pas dans l'esprit de ceux qui font les lois. Ces entreprises-là sont confrontées à un fait qu'on appelle le fait du prince, c'est-à-dire que l'autorité vous dit vous fermez, point. Terminé. Donc, effectivement, oui, là, elles doivent effectivement s'inscrire et solliciter le bénéfice du chômage partiel pour l'ensemble de leurs salariés. Par contre, les entreprises qui ne sont pas visées par cette autorisation de fermeture, mais qui seront impactées, nécessairement impactées par le virus, alors elles ne peuvent pas fermer, elles doivent ouvrir, mais en même temps, elles risquent de se retrouver avec un personnel qui aura fait valoir la possibilité de surveiller ses enfants. Tout simplement une entreprise qui a beaucoup de personnel avec des enfants et qui le personnel vous dit moi je peux pas venir, j'ai des gamins. Non, je garde mes enfants, moins de donc, 16 ans. On reste ouvert, pourquoi ? On reste ouvert, donc vous n'avez pas de personnel, et deuxièmement, vous n'avez pas de clients, puisque les clients ont la liberté d'aller et venir est quand même relativement limitée. Donc je ne pense pas que si vous indiquez à la personne qui vous contrôle que oui, finalement vous allez à la pépinière parce que comme vous allez en profiter pour faire du jardin pendant cette époque de confinement, vous voulez aller acheter des plantes, je ne crois pas qu'il va considérer cela comme une activité essentielle, et il risque soit de vous dire vous rentrez chez vous sans les plantes, soit je vous verbalise. Donc finalement, le pépiniériste, il n'aura aucune activité, et tout comme celui qui devait peut-être avoir la signature d'un acte chez un notaire ou la signature d'une vente dans une agence immobilière, et tout ça, il ne va pas y aller, ce n'est pas un motif autorisant le déplacement. Donc, quelle va être l'incidence sur l'activité ? C'est à ce moment-là qu'il va falloir se poser des questions sur que fait l'entreprise dont la fermeture n'est pas obligatoire pour qui ne peut pas travailler, qui n'a plus de ressources et qui pour autant doit assurer quand même avec son personnel présent une activité, fournir du travail et fournir une rémunération. Donc là, à mon avis, ces entreprises ne doivent pas se précipiter dans le bénéfice, dans le régime du chômage partiel. Elles doivent avant toute chose, attention, je rappelle que si les entreprises sont dotées d'un CSE, elles doivent obligatoirement convoquer le CSE sur cette question d'activité économique très impactée du fait de la pandémie.
Et là, dans le cadre de cette convocation au CSE, expliquer les raisons qui vont l'amener certainement à solliciter le bénéfice du chômage partiel. Elle devra inviter ses salariés, ou peut-être demain les contraindre, à prendre leur congé payé acquis. Elle devra peut-être aussi envisager d'aménager le temps de travail, de mettre en place du télétravail. Si ça ne marche pas, de le faire acter par les membres du CSE en disant le télétravail est impossible, j'ouvre les rideaux mais finalement personne ne se présente, j'ai plus d'activité alors qu'avant j'avais 15 clients dans la journée ou 100 clients dans la journée, maintenant j'en ai plus que 3, voire même j'en ai plus que 0. Je me retrouve face à un cas de force majeure consécutif à l'épidémie et je sollicite le bénéfice du chômage partiel. Et là, à ce moment-là, je suis, comme un peu tout le monde, je suis l'actualité juridique afin de savoir quelle va être la position du gouvernement. Ce qui m'inquiète en ce moment, je suis très bavard, mais ce qui m'inquiète en ce moment, c'est un peu la position des gouvernements consistant à exhorter tout le monde à aller travailler. Et en même temps, on vous exhorte à rester chez vous. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, on va essayer de prendre un autre téléspectateur au téléphone. Allô ? Oui. Oui, bonjour monsieur. Posez votre question. Je suis monsieur Bertrand des Abîmes. Oui. Bonjour monsieur Bertrand. Je voudrais parler d'un point particulier au sujet des auxiliaires de vie qui doivent intervenir auprès des personnes âgées qui sont confinées chez eux. Oui. Est-ce que c'est pas un danger ou un risque? Quel est leur droit au point de vue employeur de ce côté-là? Est-ce que ces personnes peuvent continuer à exercer leur profession en respectant certaines règles? Et quelles sont les règles bien établies pour cette catégorie de personnel? Alors, monsieur, on a évoqué ces règles au début d'émission. Ce sont des personnels de santé. Ils ont un certain nombre de pratiques à mettre en place avant de s'approcher de leurs patients et des gens qui soignent. Hein. Vous avez le masque, vous avez les gants, vous avez bien sûr la blouse. Hein, après, c'est les mesures. Les mesures qu'ils vont mettre en place, ce sont des mesures qui vont permettre de les protéger eux d'abord et de se protéger eux d'abord et de protéger ensuite les gens. Donc il faut le masque, absolument, il faut les gants. Mais l'oxygène de vie doit traverser Oui. Mais je vous écoute, monsieur. Il doit traverser, vous dites? Il doit traverser certaines barrières, prendre le car, côtoyer certains et pour intervenir. Est-ce qu'ils ne mettent pas en danger ces personnes? Protéger, on arrêterait les visites auprès des personnes âgées pour les protéger. En même temps, on sort chez un patient, on va chez un autre, on sort chez un patient, on va chez un autre. Monsieur, vous vous rendez... Je suis d'accord. Oui, vous vous rendez bien compte qu'on est dans une situation exceptionnelle et que dans cette situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures pour ne laisser personne sans aide et personne sans soins. On ne peut pas, au nom de la dangerosité du virus, dire qu'on ne permet plus aux auxiliaires de vie de faire leur travail. C'est leur travail, monsieur. Sachant que c'est une activité considérée comme essentielle. Et oui. Ça fait pas. Et ce serait la même chose de dire aux médecins de ne pas soigner les gens malades parce qu'ils ont peur eux-mêmes de tomber malades. Donc le débat n'est pas tellement là-dessus. Le débat est plutôt sur le fait qu'ils doivent se protéger. C'est une obligation. Ils ont le droit d'avoir le masque. Oui, tout à fait, mais je sais où vous voulez en venir. Il faut le masque. Je comprends où vous voulez en venir. Mais pour qu'ils portent le masque, monsieur, il faut qu'il y en ait. Hein. C'est donc, ça le problème. S'il n'y en a pas, ils ne peuvent pas le porter. Hein. Donc, il faut qu'on arrête aussi de tourner en rond là-dessus. On va le dire une fois pour toutes, qu'il y a une pénurie de masques en Guadeloupe. Donc, on ne va pas répondre à cette même question 10 fois. Pas ni masse. Nous savons que pas ni. Depuis au début, nous avons dit pas ni assez. Toutes ces gens qui doivent être tini là. Donc, nous avons attendre que masse arrive. Et c'est pas parce qu'elle nous dit ça 100 fois que masque vienne plus vite. Donc, on a un souci avec ça. Ce souci a été déjà pointé du doigt à plusieurs reprises. Donc, maintenant, il faut trouver des parades à ça. Il n'y a pas que le masque. Hier, il y a un médecin qui nous disait qu'on pouvait mettre des bandanas, qu'on pouvait prendre un bout de chiffon propre
déjà le confectionner pour mettre devant soi, c'est aussi pratique qu'un masque. Donc le problème n'est pas seulement celui du masque, le problème c'est celui qu'on doit tous aujourd'hui trouver suffisamment de solidarité pour qu'on puisse s'occuper tous de tous, pour ne laisser personne derrière en se disant moi j'ai peur d'aller là parce que je serai malade. Et c'est ça toute la force de ce virus qu'on doit affronter. Vous avez répondu. Voilà. Vous avez répondu à ma question et je suis satisfait de votre réponse. Effectivement, la solidarité, c'est comment dire, c'est l'intervenant à prendre toutes ces mesures pour pouvoir venir en aide à la personne âgée. Voilà, mais merci monsieur. On va continuer le débat sur la question du chômage partiel parce que notre auditrice précédente nous a posé une question. Est-ce que le personnel d'avocat a droit au chômage partiel ? Le personnel d'avocat, comme toute autre entreprise, pourra prétendre éventuellement au bénéfice du chômage partiel à condition que, l'employeur puisse établir qu'il n'a pas pu mettre en place le fameux télétravail, ce qui n'est pas simple. Pour un cabinet d'avocats, il y a des règles de confidentialité, donc le télétravail, c'est-à-dire inviter le personnel à travailler chez lui, donc peut-être à partir avec des dossiers, autant quand le dossier est dans le cabinet, le secret professionnel peut être respecté, autant une fois que le dossier part, il peut y avoir du monde, des enfants, des voisins, on ne sait pas. Et là, nous, on a une obligation de secret, donc presque de confinement de nos dossiers. Exactement. Après, l'impossibilité d'avoir recours au télétravail, si effectivement, comme dans toute entreprise, et ça c'est valable chez les experts comptables, chez les agents immobiliers, chez les pépiniéristes, chez les jardiniers, dès lors que vous ne pouvez plus assumer votre fonction, parce que sur un personnel, on va dire de 11 personnes, vous avez 9 personnes qui sont soit dans un régime de personnes à risque parce qu'elles sont atteintes d'une maladie chronique, donc elles ne travaillent pas, soit parce qu'elles ont des enfants de moins de 16 ans, vous vous retrouvez avec pas de personnel, vous ne pouvez pas travailler. Et il va falloir donc remplir un dossier auprès de l'inspection du travail. Et là, ça ne va pas être l'épidémie qui va être la cause du chômage technique, mais ça va être les conséquences induites par cette épidémie. Est-ce que je suis clair ? Ça l'est suffisamment. On va prendre un autre appel téléphonique. Bonjour. D'accord, merci. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question sur un sujet que vous avez abordé précédemment concernant les entreprises. Vous disiez que les entreprises devaient assurer la sécurité de leurs employés, donc de ce fait devaient prendre des mesures drastiques par rapport à cela. Donc ce sont des mesures qui concernent les employés sur leur lieu de travail, d'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des employés qui se rendent à leur lieu de travail en voiture, donc ils sont moins exposés au virus. Qu'en est-il de ceux qui doivent se déplacer en transport en commun ? Sachant que dans les transports en commun, effectivement, les mesures barrières ne sont pas, et à mon avis, il est difficile de pouvoir les respecter. Ma question est la suivante. Est-ce que l'employeur peut vous obliger à prendre des transports en commun pour vous rendre sur votre lieu de travail ? J'écouterai votre réponse à la télé. Merci. Oui. Alors, très bonne question. D'abord, à l'impossible, nul n'est tenu. S'il n'y a pas de transport, vous prévenez votre employeur comme quoi vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, ou que compte tenu du fait que vous n'avez pas suffisamment d'éléments d'équipement pour vous protéger dans le transport en commun, que vous ne le prenez pas. Qu'est-ce qui peut se faire ? L'employeur, il va faire quoi ? Il vous sanctionne d'un avertissement pour ne pas vous être présenté à votre poste de travail, alors même que les circonstances actuelles font que c'était impossible. Je peux vous dire que le Conseil des prud'hommes sera, à mon avis, très vigilant sur ce genre de sanctions pour les annuler purement et simplement, parce que nous sommes dans des circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles et les conditions exceptionnelles sont valables pour tout le monde, et elles sont opposables à tous. Ce qui est opposable à l'employeur, parce que justement il ne peut pas vous fournir du travail, est opposable au salarié en disant mais écoutez, moi monsieur, j'ai le transport en commun, il n'y en a plus. Et puis je prends trop de risques parce que je vis avec quelqu'un de personne âgée, que j'ai peur. Moi je peux comprendre que tout le monde ait peur, je le conçois. Après on écoute plein de choses, il faut peut-être se rassurer, mais on peut concevoir que quelqu'un ait peur, donc ne vienne pas au travail. L'employeur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va retirer la journée de salaire. Oui, c'est tout.
il ne pourra pas aller au-delà, et je pense que même s'il va au-delà pour envisager éventuellement une sanction disciplinaire, un avertissement ou un licenciement, je ne suis pas sûr que les tribunaux aillent vraiment dans son sens dans ces circonstances actuelles. Par ailleurs, pour répondre à votre question d'une manière un petit peu plus anecdotique, madame, l'employeur n'est pas comptable de la manière dont vous vous rendez à votre travail. Hein. C'est-à-dire que lui, son obligation de sécurité vis-à-vis de vous commence au moment où vous pénétrez dans l'entreprise pour prendre votre poste de travail. Donc vous pouvez venir en voiture, en transport en commun, en char à bœuf, en train, en métro, enfin tout ce que vous voulez. Lui, son obligation de vous protéger de ce virus commence quand vous entrez dans vos locaux professionnels. Est-ce qu'on a répondu à votre question ? La dame écoutait à la télé. Donc je voudrais poursuivre sur la question du chômage partiel pour les entreprises qui n'ont pas l'obligation de fermer, parce que ça va être là la problématique. Il va falloir notamment leur indiquer ou qu'elles fassent valoir qu'il y a une baisse de fréquentation, qu'il y a un problème d'approvisionnement, parce que vous pouvez, être autorisé à travailler, alors même que votre principal fournisseur, lui, ferme. Est une activité qui doit fermer. Donc finalement, vous n'avez plus rien à vendre. En fait, il y aura un faisceau d'indices à constituer avec des éléments matériels, des éléments factuels pour démontrer qu'on n'a pas pu maintenir l'activité alors même qu'on n'était pas dans les listes d'entreprises à fermer, mais on n'a pas pu maintenir l'activité et qu'on a donc dû faire appel au chômage partiel. Voilà, moi j'invite les entreprises et les salariés et les représentants du personnel d'abord à se rencontrer. S'il n'y a pas de CSE, de comité social et économique, j'invite les employeurs à réunir leurs salariés, à leur faire part de tout ce qu'ils mettent en œuvre. S'il y a un CSE, pareil, à écouter. Ensuite, à réfléchir à des solutions. S'il n'y a pas de solution adaptée, on ne peut pas demander... Maître Nibron, si vous aviez un conseil à donner là maintenant aux sociétés, pour se prémunir par rapport à la situation. Ce serait quoi précisément ? Vous diriez quoi ? Précisément de réunir l'ensemble du personnel, de dire ce qu'ils sont en mesure de faire véritablement pour assurer leur sécurité dans l'entreprise, en termes d'équipement. Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire et qu'est-ce qu'ils font ? D'accord. Inviter les gens qui peuvent bénéficier de dispositifs de surveillance d'enfants, les personnes qui sont... Parce que parfois les gens ne savent pas forcément qu'ils sont... Enfin, ils le savent qu'ils sont en ALD, mais ils ne pensent pas qu'il existe un dispositif particulier dans ce cadre-là. À y souscrire. Il ne faut pas mettre les gens en danger, surtout que les personnes à risque, ce sont des personnes fragiles. Donc, leur dire, vous ne pouvez pas rester, je ne veux pas de vous chez moi. Vous avez un dispositif... vous serez pris en charge selon certaines modalités, et ça nous revient à la prise en charge du chômage partiel, selon certaines modalités, l'employeur fera l'avance et sera remboursé par la caisse la caisse de sécurité sociale. Ça, c'est pour les entreprises qui ont droit d'office à ce chômage partiel. Mais pour celles dont vous parliez tout à l'heure, celles dont on ne sait pas... Je pense qu'il va falloir créer tous ces indices. D'accord. Voilà. Et donc, c'est réunir le personnel, mettre en place les éléments. Qui va pouvoir les créer, ces indices-là ? Qui va pouvoir aider l'employeur à mon avis, lorsque le dispositif du chômage partiel est rejeté, et à mon avis, il doit y avoir un recours, et il y aura des recours contre les rejets du bénéfice, et ça sera à ce moment-là qu'il faudra apporter la preuve que vous avez cherché à ouvrir, que vous avez mis votre personnel en congé payé, que vous avez tenté la mise en place du télétravail, mais que ça, c'est pas possible, que vous avez invité tous les salariés à bénéficier des dispositifs qui peuvent exister, et auquel cas, le chômage partiel pourra, à mon sens, vous êtes ouvert. Mais... Donc vous pensez que dans l'avenir, il va y avoir un contentieux assez important sur les rejets de cas de chômage partiel? Non seulement il y aura un contentieux, mais il risque d'y avoir aussi des contestations, parce que je vois mal une entreprise qui n'a pas pu travailler normalement, avec du personnel où elle aura tenté de tout mettre en œuvre, aura mis en place ses équipements, aura tout mis, et puis on lui dit, monsieur, vous fermez, et vous n'avez pas droit au chômage partiel. Qu'est-ce qu'il apporte, ce chômage partiel aux salariés ? On peut peut-être en parler. Oui, on va en parler. C'est l'une des questions qui était de l'actualité de celle qui devait vous être posée. Expliquez-nous un petit peu la technique de ce chômage partiel et l'intérêt de ce chômage partiel. Aujourd'hui, le dispositif de chômage partiel, il faut savoir qu'il est en train d'être
soi-disant amélioré par le gouvernement, qui planche sur la question. Aujourd'hui, en toute hâte. Voilà, le dispositif est le suivant. Le salarié ne travaille pas, donc, et son contrat de travail est suspendu, il n'a pas à fournir de prestations de travail, il reste chez lui, il va percevoir, de par l'employeur, 70% de sa rémunération. Et c'est pour connaître à peu près le montant, ça correspond à la même assiette de calcul que celle qu'on prend pour calculer les congés payés. 70% de sa rémunération, et l'employeur, s'il est éligible au dispositif, percevra lui aujourd'hui une allocation de l'ordre de 7,14 € par heure heure chômée. Dans ce cadre, ce dispositif est en train d'être amélioré dans des proportions que je ne sais pas. On parle d'une indemnisation à hauteur de 4,5 SMIC et puis d'une indemnisation à hauteur de 100% par l'employeur. Mais là-dessus, ce ne sont que des suppositions. Je n'ai pas encore le texte, donc je ne veux pas non plus faire rêver qui que ce soit. Aujourd'hui, le dispositif, c'est 70% de la rémunération garantie par l'employeur et la société se verra, elle, reverser l'équivalent de 7,14 € par heure non travaillée. Par heure non travaillée. Par heure voilà. de chômage Sachant partiel. que ce dispositif peut être aussi aménagé dans le temps. On n'est pas obligé de faire un chômage partiel total. De fermer l'entreprise. On peut dire, mais on ne travaille que 2 heures. Donc les 2 heures, vous êtes payé au taux normal. Et les 5 heures qui restent, en chômage partiel. Ça peut être, si c'est adapté, mais j'ai envie de dire, on est dans une situation telle que c'est soit on vient, soit on ne vient pas. C'est sûr qu'on ne va pas se mettre en danger pour 1 heure ou 2 heures par jour. Voilà, donc c'est quand même un point important. On va faire une petite pause dans tout de suite. Allez, c'est parti.